Merci beaucoup, Juliette. Rebonjour ou bonjour à tous, enfin bonsoir. Merci à Carbone d'ailleurs de m'inviter ici. Merci à Julien de m'avoir proposé de vous donner ce talk. J'espère que ça va vous plaire, mais dans tous les cas, même si ça vous a pas plu et même si ça vous a plu, les deux cas, vous aurez des feuilles de feedback à remplir à la fin pour me dire sur les deux talks si vous avez aimé ou pas ma prestation. Alors sous plusieurs éléments, est-ce que c'était fun, trop technique, super intéressant, s'il y avait besoin de plus de démos pour vous, si c'était hors sujet, si vous attendez pas du tout à ça. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous. À la fin, en plus, plus vous mettez d'éléments et mieux c'est pour moi pour mon talk. Alors, je vais faire un talk du coup en deux parties comme a dit Juliette. La première partie, on va parler plutôt de comment prendre une idée et comment la concrétiser pour essayer de l'amener dans une conférence tech ou dans un meet-up comme ici ou plus ou moins devant des collègues, pourquoi pas, ça peut juste s'arrêter là. Je vais dire des choses qui sont très personnelles et du coup je pense que vous aurez peut-être des questions. Si vous en avez pendant le talk, n'hésitez pas à me le dire. Je pense qu'on n'est pas beaucoup, on a la chance d'avoir un bel endroit, de pouvoir tous s'exprimer correctement. Donc si vous avez une question, vous levez la main très gentiment, vous ne me coupez pas la parole s'il vous plaît. Mais au moins levez votre petite main et on peut en débattre pendant le talk. Ça vous va? Yes. Ouais. Allez, en avant. Donc déjà, pour vous dire qui je suis, parce que je me suis pas encore présentée, je m'appelle Estelle Landry, je suis product owner chez Pix. Alors Pix, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up d'État dans le domaine du numérique. On fait une plateforme qui permet d'évaluer vos compétences numériques et potentiellement d'essayer de les améliorer. On est pour tous les citoyens, donc dès à présent vous pouvez créer votre compte Pix et faire Mumuse sur 16 compétences. Donc ça va de programmation à juste collaborer, envoyer des photos, enfin c'est très varié en termes de domaine. Et là-bas, donc du coup, je suis product owner d'une des teams. Je suis aussi ultra passionnée du UX. C'est pour ça aussi que je vous fais des talks. C'est parce que j'aime énormément l'expérience utilisateur. Et il m'arrive aussi d'être speaker et de co-organiser une conférence qui s'appelle Sonitech à Montpellier. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on est petit, mais c'est chouette, on a du soleil et on a une super conf. Donc si ça vous tente en juin, on rebelote, on fait une 3e saison. Donc voilà pour les présentations. Et avant d'aller plus loin, je vais regarder un peu vos résultats. Alors tout simplement, je voulais voir comment vous situez par rapport à mon sujet. Est-ce que tout simplement vous êtes en recherche d'idées / de devenir speaker? En l'occurrence, on voit que, allez, sans mentir, je pense que les 2/3 d'entre vous sont dans ce cas-là. C'est que vous avez soit pas d'idée ou vous avez une idée mais peut-être pas très concrète. Et on a une partie ici qui, du coup, se sent peut-être plus apte à donner une conférence, peut-être à se dire « Ok, je me lance » juste après ce talk. Donc, dans tous les cas, je vais essayer de parler pour chacun des deux pôles. Et n'hésitez pas avant la fin du talk, à la fin du talk, si vous avez des questions plus sur comment amener mon idée ou comment me lancer. Mais normalement, je vais en parler. Donc j'espère vous répondre totalement sur toutes ces questions. Allez, en avant. J'imagine que, au vu de tous ces petits ronds, vous êtes plutôt du style à vous dire je suis pas vraiment un expert, ni une rockstar, ou encore une licorne. Moi, les talks, ça m'intéresse pas parce que je sais que je suis pas un super bon speaker et puis de toute manière, c'est pas fait pour moi. Alors déjà, clairement, si vous dites ça, il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. C'est normal que vous dites ça. C'est-à-dire que, imaginons, vous allez prendre un sujet, vous allez passer des heures et des heures à essayer de l'absorber, à le traiter, à le comprendre. Et du coup, votre pensée, vous allez énormément emmagasiner de compétences. Et autour de vous, dans un sujet, dans des éléments, dans une conférence tech, vous allez avoir des gens. Et souvent, ces gens sont là pour apprendre. Donc clairement, de base, quand vous allez donner un talk, sachez que toutes les personnes vont connaître peut-être un bout du sujet, mais ne seront jamais autant experts que vous. Et dans tous les cas, vous serez là en position de retour d'expérience, ou vous serez là en tant que speaker, humble j'espère. Et donc du coup, ce qui est sûr, c'est que
vous êtes là en toute bienveillance. En plus, on a la chance dans l'informatique d'avoir des super conférences où les gens sont vachement ouverts. Donc vous inquiétez pas, les licornes, on sait très bien que ça n'existe pas. C'est un fake. Vous n'allez pas arriver et devenir une rockstar aussi comme ça prend. Et comme je vous l'ai dit, n'ayez pas le syndrome de l'imposteur, ne vous mettez pas en position d'infériorité parce que potentiellement vous allez ultra apprendre et donner un talk qui sera ultra construit. On va commencer par l'idée. De quoi je vais parler? Alors vous allez me dire, oui mais Estelle, déjà il faut que je trouve une idée. Parce que c'est compliqué, moi je bosse, j'ai pas que ça à faire de trouver une bonne idée qui ira bien en conférence. Alors oui, mais derrière quand même, tu as des connaissances sur lesquelles tu peux parler. Tu as des connaissances, potentiellement on a des connaissances qui sont acquises dans notre job, qu'on pourrait potentiellement aussi amener au devant de la scène. On a des compétences acquises lors de veille techno ou de projets perso, en tout cas je l'espère pour vous. Et vous avez aussi des compétences, tout simplement, qu'on aimerait pouvoir avoir. Des sujets qui nous intéressent, mais on n'a pas eu encore le temps de passer plus de temps. Moi, je vous avoue que ce sujet-là, même tous mes autres sujets, je les ai eus souvent par soit de la lecture, de la veille sur Medium ou sur plein de blogs, d'articles, beaucoup d'éléments sur Twitter aussi, beaucoup de conversations sur Twitter. J'ai eu beaucoup de discussions avec les membres de ma team, mais pas que, avec des amis, avec de la famille. Et aussi j'ai eu plein d'idées quand j'ai vu des films, certains films ou certaines conversations dans des séries, ou voire même des humoristes. Je sais pas si vous connaissez Blanche. Yes. Ouais, elle est drôle déjà, enfin moi je trouve. Et dans son dernier spectacle, là, Bonne Nuit, elle a parlé de comment les ordinateurs et comment Twitter nous a potentiellement amené à exposer toute notre vie, toutes nos idées, alors que dans la vie courante, on a plein d'idées, mais on ne le dit pas forcément. Parce que peut-être que toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre ou à sortir. Et ça, je trouve qu'elle est juste ultime, parce que le sketch est très drôle déjà, mais je trouve que ça donne aussi des bonnes idées pour créer un sujet, quoi. Je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être trop bien de dire que les développeurs, en fait, on pourrait faire un truc vis-à-vis de ça, gna. Bon, j'y suis pas arrivée, ça n'a rien donné, mais ça peut arriver que des fois vous entendez un petit avis, une petite critique, et ça vous fasse penser à un sujet. Le sujet que je vais vous présenter tout à l'heure, moi, c'est un peu particulier, je l'ai eu avec mon ostéo. Vous allez me dire, Estelle, pourquoi tu vas nous parler de ta vie privée? Alors non, ça parle. Le sujet, c'est pas comment bien se faire masser et comment bien trouver son ostéo. Je vous arrête. J'ai mon ostéo qui m'a dit, Estelle, tu fais quoi dans la vie? Et j'ai parlé d'expérience utilisateur. Il m'a dit, ouais, c'est trop chouette, je savais pas qu'en informatique vous faites ça. Essayez de comprendre le besoin, de faire des super sujets qui collent bien au parcours de l'utilisateur. Moi, j'utilise la date de naissance. J'ai dit, ah ouais, dans ton métier, tu prends la date de naissance et tu sais exactement quels soins tu vas donner. Il m'a dit, c'est à peu près ça. Il m'a dit, moi, en fonction des signes astrologiques des personnes, je sais comment la personne va se comporter et je sais exactement ses traits de personnalité. En tout cas, j'arrive à les trouver et j'arrive à lui donner un traitement qui va extrêmement bien pour elle. Je dis, ah ouais, mais avec moi, du coup, t'as fait comment? Il m'a dit, écoute, t'es Sagittaire et les Sagittaires, je sais que quand je vais les manipuler, ils vont être assez flex, ils vont pas trop craquer, ils vont être plus dans l'art, ils ont toujours des gestes un peu harmonieux, donc je sais que je vais pas devoir être une brute pour te faire craquer, pour te remettre en place, blablabla. Je dis, mais ah ouais, ça marche bien. Il me dit, complètement. Et même je peux connaître des traits de ta personnalité, et tu peux aller encore plus loin, c'est que je peux deviner l'une de tes couleurs préférées, ou ce que tu vas aimer. Je dis, ah ouais, là tu vas un peu loin, moi j'y crois pas trop. Mais je vous assure, en termes d'utilisation de ces manières de masser, pour lui, il y a un vrai intérêt et il le remarque. Je me suis dit, c'est chouette, ça veut dire que lui, il essaie d'analyser la psychologie et le comportement de ses patients avant de lui donner un service. Ça pourrait être fort, du coup j'ai transposé ça au niveau technique, du côté du développement. Ça serait trop fort, en fonction de la personne, de sa psychologie, pouvoir définir son futur comportement en ayant une très belle UX, en ayant une application avec une forte utilisabilité, oui, mais aller au-delà. Bon, je vous en dis pas plus, on en parlera un petit peu après, mais mon talk, ça vient de ça. Tatatin, spoiler alert. Je vous mets un petit peu de teasing en fait, là, c'est bien. Ça, vous allez être comme ça tout le long de la presse. Alors, avec toutes ces idées que vous avez, donc j'espère sur Medium, votre veille, le boulot, vous vous dites, ouais, mais laquelle va plus plaire mon public? Laquelle va aller
jusqu'à la conférence. Alors moi, pour trouver la bonne idée, j'essaie de me mettre dans la peau d'un participant. J'essaie de me dire qu'est-ce qu'il souhaiterait apprendre. Si là, vous êtes là, le sujet il était assez clair, de l'idée à la réalité, je pense que vous allez essayer d'apprendre comment amener un sujet. Bon, je pense que clairement vous en avez peut-être un peu besoin, surtout ce pâté-là. Donc je me suis mis dans votre tête quand j'ai fait ce talk. J'essaie aussi d'évaluer tous les problèmes que les participants vont avoir et vont arriver avec ces problèmes-là, vont se poser, et dans votre tête, vous allez attendre forcément des éléments de solution. Donc moi en tant que speaker, il faut que je pense déjà à ces éléments de solution. Ensuite, je vais essayer de prendre un sujet, mais bien sûr, qui ne soit pas putaclic, mais qui éveille votre curiosité. Qui puisse dire, ah ouais, ça peut être grave intéressant. Au DevFest Nantes, on a un sujet sur les robots chats et un sujet sur l'art et le data mining. Enfin, le data... Non, le... C'était ça, je crois. Ouais, et le big data. Et le big data et l'art. Donc la personne qui a fait ça, clairement, qui a mis ce titre, c'est clairement pour éveiller notre curiosité. Pour dire, ah, je vais y aller, je vais apprendre, ça doit l'air chouette. Et bien sûr, aussi se dire que votre participant, il va venir, il va passer 1 heure avec vous, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 10 minutes. Mais à la fin, il faut qu'il reparte aussi avec quelque chose de concret qu'il puisse utiliser. Et ça, moi, clairement, c'est le challenge que j'essaie à chaque fois de me garder en tête, c'est de me dire, si je parle devant eux, je ne vais pas leur faire perdre du temps. Il faut qu'à la fin, ils aient un petit quelque chose. Donc voilà les enjeux quand vous voulez trouver la bonne idée. Voici les questions qu'il vous faut avoir en tête. Voilà, j'en ai parlé. Pour moi, c'est celle-ci, quels problèmes doivent être résolus. J'ai fait 2 talks qui ont beaucoup marché depuis 2 ans. Le premier, c'était lui que ça sauvait mon DevOps. Et ça venait d'une frustration qu'on avait en interne avec l'équipe DevOps et les équipes Dev, enfin Ops et Dev, sur le manque de communication. Et ça m'a réellement frustrée. Il y avait des personnes qui étaient frustrées autour de moi. Je me suis dit, c'est bon, on va faire un talk. Ça doit arriver pour les autres. Donc forcément, allez, je partage mon idée. Et j'en ai fait un deuxième sur la surcharge featurale. C'est-à-dire comment faire pour essayer d'alléger nos applications, parce qu'on a tendance à mettre des fonctionnalités, mais après ça ne veut plus rien dire, c'est un boubli-boulga de fonctionnalités. Et du coup, ça c'est un sujet que j'ai dans ma vie de tous les jours, parce que je suis product owner et je dois prioriser et je dois mettre en place des features. Donc voilà, vous voyez mes 2 autres talks, c'était vachement sur ça. Mais le prochain, ça sera plutôt sur quelque chose de curieux, qu'on n'a pas forcément entendu. Encore un peu de teasing. Du coup, moi, dans mon sujet là actuellement, si je veux vulgariser complètement ce que m'a dit mon ostéopathe, c'est que l'engagement, je vais essayer d'avoir de l'engagement de mes utilisateurs à partir de la psychologie de mon utilisateur. J'aimerais essayer de trouver un moyen que mon utilisateur soit engagé avec moi grâce à sa meilleure compréhension, à la meilleure compréhension de sa psychologie, comment il se comporte. Et c'est ça un peu mon idée, et c'est ça qui fait que c'est curieux, et c'est ça que je vais mettre en avant. Je vous en parlerai tout à l'heure un peu plus. À chaque fois, ça va être des teasings au fur et à mesure, vous inquiétez pas, hein, vous allez prendre quelques brides au fur et à mesure. Du coup, quel type de speaker êtes-vous? Parce qu'on a parlé de l'idée, on a parlé de comment trouver la bonne idée, on a parlé aussi un petit peu de penser à nos participants, mais maintenant aussi il faut essayer de voir quel type de speaker vous êtes. Est-ce que vous reconnaissez cette courbe? Est-ce que ça vous parle? Ce truc qui fait un truc comme ça là. Non, ça vous parle pas? Si? Vas-y. C'est la courbe de Gartner ou je sais pas quoi, ça sur une techno en fonction de quand est-ce qu'elle est sortie et où est-ce qu'elle est, la hype. Exactement, c'est la courbe de la hype. Fait par Gartner, qui en fait tout simplement évolue une technologie. Et il faut savoir que à chaque fois qu'on sort une nouvelle technologie, la courbe est toujours la même. À quelques points près, ça a toujours cette forme-là. Au début, on a les early adopters qui sont là, qui sont ultra motivés, ultra moteurs sur le sujet. Ensuite, une fois que c'est bien évangélisé, on va voir tous les gens qui vont commencer à s'y mettre, qui vont essayer la techno parce que tout le monde en parle. On va avoir la phase un peu de désillusion, c'est-à-dire que ah ouais, cette nouvelle techno, elle fait pas le café, elle fait pas maman et papa, ah c'est pénible, moi j'aurais cru que c'était la meilleure techno jamais existante du monde entier.
Mais bon. Et ensuite, on se rend compte qu'il y a une phase de correctif souvent, de nouvelles versions qui permettent d'ajouter des nouvelles fonctionnalités qui manquaient, voire même une phase où on se rend compte qu'on essaie de partager un maximum avec la communauté. Et du coup, en termes de visibilité, ça va un peu mieux. Et à la fin, on arrive un peu à notre stagnation, c'est-à-dire la techno a été poussée, on rentre dans une phase un peu plus de productivité lisse. Et du coup, ça change plus trop après. Si, ça peut baisser, mais bon, on va dire qu'on n'est que sur le début. Eh ben, je vous avoue qu'être speaker, c'est un peu pareil. Alors, je vous ai un peu expliqué ça. Cette courbe, pour moi, elle a 3 phases. Elle a une phase énorme ici d'adoption, elle a une phase de désillusion et de petit peu de correctif, et il y a une phase de productivité. Être speaker, c'est un peu la même chose. En fait, votre typologie de speaker, ça va être une de ces 3 phases. Je m'explique. Si vous êtes des personnes qui faites énormément de veille, vous allez être du coup sur cette courbe-là. Vous allez être donc au cœur de la techno, vous allez être au cœur de l'évangélisation de cette techno-là. Et du coup, vous êtes plutôt un speaker qui va essayer de prendre tous les nouveaux contenus qui passent pour en parler et pour évangéliser. Si vous êtes un speaker qui aime bien parler de ce qui ne s'est pas bien passé, des correctifs que vous avez mis en place pour que ça se passe mieux, là vous êtes plus du coup un speaker qui va faire des retours d'expérience. Ça c'est bien aussi de le savoir, c'est-à-dire qu'il y a des speakers qui ne font que des retours d'expérience, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes sur la première phase, ni légitimes sur la dernière phase. Donc ils préfèrent parler de eux, comment ils ont vécu ça, et ils vont partager l'info. Elle est peut-être pas juste, elle est peut-être pas vraie, mais elle était vraie dans son cœur. C'est ce que mes premières confs, clairement, ça a été ça. Et une dernière partie, où là, normalement, vous êtes un peu plus expert de ce que vous allez parler. Vous êtes une personne qui manipule extrêmement bien votre sujet, vous êtes quelqu'un qui va rentrer dans le détail et qui va du coup faire un talk assez technique. Donc, je vous conseille, une fois que vous avez trouvé votre sujet et que vous avez essayé de deviner qu'est-ce que vous allez faire passer à votre utilisateur, de vous positionner. Est-ce que moi je fais plutôt une courbe, je fais plutôt un talk par rapport à une nouvelle techno que j'ai vue et que je veux faire partager, ou est-ce que c'est plutôt un Rex, ou est-ce que c'est plutôt vraiment mon côté d'expert qui va parler. Maintenant qu'on a vu ça, la préparation. Vous avez toujours pas de questions jusque-là? Je dois être très claire. Merci beaucoup. La phase de préparation, je sais que vous avez eu des talks sur ça, donc je vais peut-être pas m'éterniser sur le sujet. Mais bon, je pense que c'est bien d'en parler et de démystifier le call for paper, c'est-à-dire le CFP, toute cette partie-là. Parce que souvent, quand on a une idée et qu'on se dit « allez, je me lance », souvent ça tombe un peu comme un soufflet, parce qu'on ne sait jamais comment passer à l'étape supérieure. Je vois Juliette qui me fait un petit sourire, je pense que ça lui parle. Première partie, avant de proposer votre sujet, moi je vous conseille, c'est quand même d'emmagasiner un maximum, de préparer votre sujet et d'aller plus loin. C'est-à-dire que seulement un texte et quelques lignes, c'est compliqué de le poser et de dire c'est bon, telle conférence, je pose ce sujet. Mais tu veux parler de quoi réellement? Je sais pas encore. Voilà. Donc je vous préviens, moi ce que je fais, c'est que je préfère poser les grandes lignes, essayer d'évaluer un peu le contenu de ma conf avant de le poser. C'est peut-être pas une bonne idée, d'autres collègues à moi diront qu'ils ne le font pas. Hashtag François Péchenet. C'est un ami à nous de conférence qui a une habilité très forte, c'est-à-dire qu'il a une idée, il pose l'idée, il fait quelques lignes dessus, il est pris dessus et après il a 2 mois pour faire sa conférence. Et le pire c'est qu'il est très bon à ça. Moi pas du tout. Donc clairement, pendant ce laps de temps, avant de le déposer, votre sujet, je vous conseille plusieurs éléments. Le premier, alors il y a des gens, comme François, qui gardent tout dans leur tête et quand ils sont pris, ils posent, ils font des slides. Ça marche très bien, pour certains. Vous avez une autre idée qui est tout le fil de votre pensée et tout ce que vous allez dire dans votre discussion, vous le posez sous forme de mind map. Vous voyez ce que c'est un mind map ? Vous construisez une bulle qui est plus ou moins le départ de votre sujet et vous essayez d'en sortir plusieurs idées qui vont être ramifiées à d'autres idées, etc., etc. Ça, en fait, le fait de le faire, ça vous permet déjà de découper votre talk et d'avoir une idée de comment vous allez aussi le présenter. C'est une super idée, vraiment, pour commencer, je vous le conseille. Vous avez aussi l'idée de
je pose tout sur le tableau blanc, tout ce que je sais je l'écris, puis on verra au moment où je serai pris. Alors je vous avoue que je l'ai fait, c'est pas non plus la joie hein, pour tout bien recadrer et pour trouver un plan. C'est pour ça que je vous conseillerais plus le mind map. Ou pour des sujets un peu plus sur des démos, je sais qu'au niveau tech, c'est vrai que ça se fait énormément pour les codes lab ou autres, ben, carrément vous construisez votre démo d'abord. Vous faites votre démo, du coup vous avez le cœur de votre présentation. Voilà, bon moi je passe beaucoup de mon temps à faire ces deux éléments. Et à quoi ça ressemble? Voilà. Sur un fichier, je pose vraiment toutes les connaissances que j'ai accumulées sur le sujet. Souvent, j'essaie de trouver une définition, j'essaie de trouver les personnes qui sont un petit peu moteurs sur ce de quoi je vais parler pour voir qu'est-ce qui est fait, comment ils en parlent. Ensuite, je vais essayer de trouver des livres, je vais faire carrément mon assemblage de plein de bouquins que je vais lire pendant au moins 2-3 mois. Je vais essayer de regarder un maximum de vidéos parce que c'est vrai qu'on a la chance maintenant d'avoir tout sur YouTube, toutes les conférences sont filmées. Alléluia, donc go. Potentiellement, je vois énormément d'articles, donc là on ne voit pas, mais il y a un scroll infini où j'ai plein d'articles les uns à la suite des autres. J'aurais dû peut-être trier un petit peu avant de mettre mes notes, mais en tout cas, voilà, vous savez mon sujet c'est le design persuasif. Donc comment j'ai fait? J'ai essayé de trouver une définition qui me plaisait. Ouais. Ça, c'est quand tu cherches une idée ou une fois que tu as une idée et tu veux exposer un peu plus pour créer un CFP? C'est exactement ça, c'est ta deuxième solution. En fait, j'ai mon idée, je sais que je vais parler de ça et j'ai peut-être pas le temps de me poser, de construire carrément un plan, mais au moins je vais essayer d'accumuler un maximum de connaissances sur ce sujet-là avant de me lancer. Parce que souvent, je trouve que du moment où on connaît mieux l'idée, on va avoir une approche qui va être souvent novatrice, c'est-à-dire qu'on va pas peut-être le présenter de manière assez normale parce que peut-être que 26 personnes ont retraité le sujet de la même manière. Vous allez essayer de trouver votre propre manière de vous approprier le sujet. Voilà. Donc c'est vraiment quand j'ai une idée. Après, c'est ma manière de faire, c'est peut-être pas la bonne. Après, je vous avoue, les livres, j'en ai trouvé 2-3 de plus et j'ai pas eu le temps de les lire aussi. Donc des fois, il y a du temps, on a besoin de plus de temps. Mais bon, il faut faire avec ce qu'on a et des fois, il faut sortir des slides aussi. Hein. Quand on est pris, il faut y aller. Maintenant, la réalité. Ça y est, on a un sujet, on sait quel type de speaker on sait exactement tout ce qu'on a, le contenu, on l'a un petit peu trié, on l'a un petit peu ordonné. Comment je vais faire pour poster mon sujet, vendre mon sujet entre guillemets et aller jusqu'au meet-up ou conférence? Alors déjà, première chose à faire, trouver le bon format. Vous ne pouvez pas aller plus loin sans avoir trouvé le format qui correspond. Vous en avez beaucoup sur le marché entre guillemets du talk, c'est-à-dire que vous avez autant des talks qui sont très très courts, de 5 à 15 minutes, vous avez des quickies qui sont plus autour des 20 minutes. Alors vous rigolez, là il n'y a que 5 minutes d'écart, mais en tant que speaker c'est énorme. Il y a les tools in action, donc là c'est plus ou moins le fait de prendre une techno, plutôt de la démo et essayer de faire un exercice avec les gens et de voir comment ça prend pour à la fin essayer de faire comprendre un outil ou une manière de réfléchir. On a les conférences, donc le plus répandu, là c'est du 45 à 60 minutes. Il faut faire attention, il y a des conférences qui font du 45 avec 5 minutes de questions en plus ou des 5 minutes de questions après, ou des fois c'est compris dans les 40 minutes, il faut faire un peu attention à ça. Je vous avoue que des fois quand on pose des sujets, je sais que Julien aussi a eu le cas, mais on ne se rend pas compte aussi on se dit finalement une conférence c'est 45 minutes, des fois non, des fois c'est 40, des fois c'est 50. Et 5 minutes près, des fois il faut rajouter un petit peu de matière pour les tenir. On a après les formats université, où là on est plus aussi dans un format, alors c'est un format assez répandu à Devox en partie. C'est plutôt des experts qui vont vous expliquer, explorer le sujet en 2-3 heures. C'est assez technique aussi. Et vous avez des code lab, où là carrément c'est des ateliers de code, comme dit le nom. Et là vous allez être avec votre machine, vous allez préparer du coup vraiment une vraie démo, des éléments à donner aux personnes qui sont présentes. Ça va vous demander quand même énormément de préparation pour ce genre de talk, parce que déjà il faut les maintenir pendant 2-3 heures, il faut faire un sujet qui soit aussi intéressant et il faut prévoir tout le matériel, tous les supports que vous allez leur donner.
Donc ça, c'est aussi beaucoup de boulot. Souvent, on le fait plutôt à 2 ou 3. Je vous avoue que les universités et les écoles lab, on voit souvent 2 personnes ou 3 personnes. Pareil, je vous en ai pas parlé, mais les conférences, les Tool in Action, les Quickie, les Lightning Talk, vous pouvez être à 2. Je suis pas sûre qu'un Lightning Talk à 5 minutes, à 2, ça serait très compliqué. 2 minutes 50 par personne, c'est difficile. Mais en tout cas, voilà, tout est possible. Vous pouvez arriver avec le nombre de personnes que vous souhaitez. À voir si vous allez être pris après, mais je pense que 2-3 en termes de variables max, c'est chouette. Maintenant, trouvez le bon endroit. Parce qu'en effet, je vous ai parlé des formats, mais maintenant, il faut voir où est-ce que vous allez donner votre conférence. Quel est votre but aussi dans tout ça. Eh ben dis donc, j'ai mal fait mon animation. Bref, on a des sujets qui, des fois, on les prépare et on va juste les présenter à nos collègues. On se dit, ça pourrait être un super sujet, enfin un super techno à mettre en place chez nous. Ben, je vais faire un petit truc dans mon coin et je vais le montrer à mes collègues. Vous avez moins de stress, vous êtes plus sur le partage et c'est souvent en plus petit comité. Mais vous pouvez toujours commencer par ça. Vous avez ensuite des BBL. Alors les BBL, le principe c'est que vous allez dans des sociétés qui ont entre midi et 2 un temps disponible et vous pouvez prendre ce temps pour parler devant eux. C'est souvent un peu plus impressionnant parce que du coup c'est des formats, alors ça dépend aussi des sociétés j'imagine en termes de grandeur, mais vous allez dans ces sociétés là et vous pouvez parler de votre sujet. Vous n'êtes pas encore à la conférence, mais vous y êtes quand même. En termes de nombre de personnes et de stress, je pense que vous commencez à sentir un peu la difficulté. Après il y a les meet-up, comme aujourd'hui. Il y a des meet-up, on en parlait tout à l'heure, qui peuvent être à 100-200 personnes. Il y a des meet-up qui sont un peu plus petits. À vous de bien les choisir et de voir que votre sujet colle bien aussi au meet-up et à ses objectifs. Moi, je suis très contente de vous avoir parce que ça me va très bien de parler ce genre de sujet et de vous montrer un bout de ma nouvelle conférence en petit comité. Ensuite, vous allez passer sur des conférences nationales. On a la chance d'avoir un panel de conférences au niveau français qui est assez chouette. Je vous en ai mis quelques-unes et encore je pense qu'il y en a plein d'autres que j'ai pas mises. Mais bon, bien sûr, à Paris vous avez des Vox, à côté vous avez Codeur en scène à Rennes, à Rouen. Oh. Je vous dis pas ça pour la pluie. Il y a le Delfest Nantes aussi qui a eu lieu il y a 2 semaines. Il y a Newcraft à Paris qui est sur plutôt le courant Handcraft. Il y a le Delfest Lille aussi qui est super sympa. Il y a Riviera Dev à Nice. Juste une petite conférence qui s'appelle Sonitech à Montpellier. Mais en tout cas, sachez qu'elles sont divers. On a de la chance d'avoir énormément de typologies. C'est-à-dire que souvent des conférences comme Riviera Dev ont carrément une track, c'est-à-dire une salle consacrée à des sujets non-tech. Voilà, vous le savez, si vous avez envie de faire un sujet non-tech, cuisiner des pâtes avec des truffes, vous pouvez aussi postuler sur des tracks comme ceci. Après, à Sonitech, on fait un programme qui est autant Dev, DevOps, UX, produit, c'est-à-dire qu'on met tout. Et on espère en fait que les gens vont trouver un petit peu des nouvelles choses, qu'ils vont découvrir de nouvelles choses. Voilà, à vous de voir en fonction des programmes passés. J'ai pas mis d'FS Paris, je suis désolée, je viens de le voir. J'ai un regard inquisiteur au premier. Et après, si vous êtes motivé, si vous savez bien parler anglais, vous avez toujours la possibilité de faire des conférences internationales. Il y a Voxt, il y a des Vox Belgique, il y a plein d'autres endroits. Avant d'être vraiment international, vous avez au Luxembourg, en Belgique, des conférences. C'est aussi possible. Si vous avez une envie de devenir très grand speaker, c'est possible. Après, je vous ai mis ce petit slide parce que c'est vrai qu'au départ, quand on est tout seul, quand on est dans cette partie-là, on se dit ouais, ben, tout seul, je suis pas sûre quoi. Et puis j'aimerais bien un co-speaker qui puisse m'aider, genre quand je loupe une petite phrase ou je sais pas trop quoi dire, qui vienne à ma rescousse. Et du coup, le stress partagé à 2, c'est quand même plus chouette. Et ça, c'est ce que j'ai fait dans mes 2 premiers talks. Avec François et avec Cécile. Alors vous voyez, c'est 2 co-speakers complètement différents. J'en rigole, alors que c'est... En fait, tout ça pour vous dire que moi, c'était déjà un plaisir de les avoir avec moi, de travailler avec eux. Et deuxièmement aussi, c'est super important quand on commence, surtout quand j'ai fait mes premières conférences avec François, j'étais contente qu'il y ait quelqu'un qui connaisse un peu les milieux, connaisse les gens et que avant qu'on rentre sur poser le PC, puisse me déstresser aussi. Ça sert à ça. Et puis pour partager un sujet, souvent quand on est à 2, c'est un peu plus vivant, les gens dorment un peu moins,
Donc finalement, il n'y a que du positif. Après, il faut bien aimer la personne et il faut aussi bien communiquer parce que des fois, ça peut être difficile. Mais vous pouvez aussi en faire seul. Moi, personnellement, je ne me suis pas lancée de suite à faire une conférence toute seule. J'ai attendu mon deuxième sujet. Et je vous avoue que c'est assez flippant. Parce que du coup, on passe de co-speaker, c'est-à-dire à deux à gérer le stress, à toute seule. Les feedbacks, on les gère seuls. Les déplacements, on les gère seuls, même si derrière, on trouve des copains speakers. Mais c'est différent. Donc si vous vous sentez un peu moins capable, si vous êtes vraiment en mode j'ai une super idée, mais je ne sais pas vraiment si je vais le faire, n'hésitez pas à partager, peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui pourra vous aider aussi dans cette démarche-là. Moi, je trouve que c'est plus cool de commencer comme ça. Ouais. Du coup, quand tu as fait la première fois avec quelqu'un d'autre, c'était quelqu'un qui avait déjà de l'expérience? Ouais. Ouais, il avait déjà fait 1 ou 2 ans en conférence, il était déjà passé, avec François, il était déjà passé à Devox, et il connaissait pas mal les gens, et il savait déjà que le sujet allait plaire. Et moi, c'était j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, je me disais mais notre sujet il est pourri, il va intéresser personne, c'est nul. Et en fait lui me rassurait en me disant que voilà, il avait fait des conférences, ça va aller. Après, il n'y a pas de bonne solution, si on est seul, malheureusement, mais si vous pouvez être à deux, c'est un petit conseil que je vous donne. Mais pas besoin, hein. On s'en sort très bien. Ou pas. Vous allez me dire ça juste après, tout à l'heure. Et donc dernière partie, proposez votre sujet. Ça y est, on rentre dans le vif. Vous avez votre co-speaker ou pas. Vous avez votre sujet. Vous avez votre format. Vous savez dans quelle trame de speaker vous êtes. Ça y est, dernière partie, le sujet. Le CFP, excusez-moi. Alors le CFP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Call for Paper. Tout simplement, ça veut dire c'est le moment où les conférences disent « Hé les gars, on cherche des super speakers avec des super sujets, venez !» Et ça, toutes les conférences le font. Hein. Donc vous allez sur leur Twitter et vous regardez les dates des CFP. Vous avez plusieurs outils sur lesquels vous allez déposer vos sujets. Parce qu'en effet, un CFP, en fonction des conférences, vous allez rentrer dans différents types d'outils. Vous avez l'outil qui s'appelle Conférence Hall, qui est open source, qui est du coup un peu plus utilisé en ce moment dans les conférences nationales. Vous avez un outil qui s'appelle Papercall, qui est anglais, mais qui aussi permet de déposer un sujet. Il y a même, enfin je crois qu'il y a encore, mais je ne sais plus s'il est encore actif, le cfp.io, et il y en a d'autres. Mais en tout cas, celui dont je vais vous parler, c'est Conférence Hall. Et bien sûr, pour proposer votre sujet, pour faire un CFP, il faut le vendre. Il faut vendre votre sujet, parce que même si dans votre tête, c'est génial, vous avez tout trouvé, lu des livres, etc., il faut le partager, parce que vous allez être jugé sur ça. Donc potentiellement, on va vous demander un titre, un abstract, c'est-à-dire quelques lignes pour résumer votre problématique initiale et expliquer comment vous allez aborder votre sujet, pas plus. Mais je sais qu'on en a parlé avant dans le meet-up, donc je ne vais pas trop donner d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par contre, ou on peut en parler après. Mais l'abstract est très important pour donner envie aux juges, mais aussi aux futurs participants qui vont voir ça sur le programme et qui vont dire « Ah, c'est quoi ?» Ils vont lire ces quelques lignes et c'est ça qui va faire qu'ils vont venir ou pas à votre conférence. Des commentaires, des références, en disant oui, bonjour monsieur les gens qui sont organisateurs des conférences, je ne l'ai pas fait, je suis nouveau, mais sachez que je l'ai donné déjà en meet-up, en BBL, etc., etc. Ça permet de vous donner une certaine légitimité. Souvent il y a des conférences qui clairement s'en foutent, si je peux me permettre. D'autres essaient de quand même voir un petit peu quel speaker vous êtes, est-ce que vous savez bien parler devant les gens. Donc n'hésitez pas à rajouter des vidéos ou juste des références en disant ouais je l'ai donné au meet-up à Lille telle date, tout simplement. Ça permet de voir un petit peu quel type de speaker vous êtes, junior ou pas. Vos liens vers les réseaux sociaux, si vous avez des Twitter, des LinkedIn, et bien sûr, il va falloir parler de vous. Ça, c'est un peu le truc qui est un peu pénible, c'est-à-dire qu'on va devoir avoir une biographie sur vous. Clairement, plus simple, faites efficace, expliquez ce que vous faites dans la vie de tous les jours et ce qui vous plaît. Point. Et une fois que vous avez ça, c'est parti. Vous allez aller, alors là, je vous ai pris l'exemple de Conférence Hall. Vous allez créer votre fiche. Donc comme je vous disais, le nom, le numéro de téléphone, tout ça. Ah, vous avez mon numéro de téléphone du coup. Un petit blabla
Il y en a qui sortent des calepins. Non, je rigole. Je crois que c'est filmé. Ah non, c'est filmé. La vie de tout le monde va savoir mon numéro, c'est génial. Du coup, on va flouter. tu as flouté? Ah ouais, On va c'est gentil. essayer. Non, je rigole. Non, tu peux laisser. Ouais, Je vais suis pas changer de sûr. téléphone. Je suis pas sûr. On a ensuite la biographie, comme je vous ai dit, moi je suis assez succincte, je dis qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'aime. Point. Efficace. Et ensuite, il va falloir passer à votre talk. Là, je vous ai mis un exemple de talk que j'ai proposé avec Cécile. Donc Cécile, c'est ma co-speaker que je vous ai montré tout à l'heure. C'était sur le pair design, un moyen de mieux concevoir entre développeur et designer. Et on a validé un format de 15 minutes. Parce que nous, on voulait quelque chose de rapide, on voulait passer énormément de bonnes pratiques, mais en même temps, on ne voulait pas aller sur de la conférence parce qu'on ne savait pas trop si on avait assez de matière. Donc, comment on l'a vendu? Comme je vous ai dit, on a, première phrase, on pose le sujet, c'est-à-dire qu'on explique quelle est notre problématique. Deuxième phrase, on explique comment ça se passe dans les sociétés. Et troisième phrase, on explique un peu, on met des petites questions, on essaie d'intriguer les gens et de montrer que voilà, le sujet va parler de telle et telle et telle et telle chose. Voilà. Et là, en référence, c'est ce que je vous ai mis, j'ai dit, voilà, pour ça c'est une partie que va lire essentiellement les organisateurs. Donc vous pouvez vous lâcher, ça ne sera pas divulgué, mais en tout cas, voilà, moi j'ai expliqué que Cécile et moi, c'est notre premier talk à deux, qu'on n'a jamais été filmé, que c'est un super sujet, qu'on y croit, donc prenez-nous. Voilà, n'hésitez pas à vous vendre un peu, ça peut marcher comme pas marcher. Une fois qu'on a ça, qu'on a défini notre sujet, fait notre profil, pouf, on peut, grâce à l'outil, le déposer où on veut. Vous avez vu, il y a autant des meet-up qu'il y a autant des conférences. Là, t'as que des meet-up. Ah là, j'ai que des meet-up, exactement. Mais potentiellement, dans cette liste, vous avez pas mal de confs aussi qui passent par cet outil. Je ne vais pas m'attarder dessus. Vous avez après, pour chaque conférence, on vous demande de dire le format, parce que forcément, les formats changent en fonction des conférences. Comme je vous disais, le Tooling Action, il n'est pas forcément dispo dans toutes les conférences. Ou par exemple, le Quickie à 5 minutes, peut-être qu'il n'est pas dispo aussi dans cette conférence-là. Et surtout, vous mettez de quoi ça parle, le thème. Ça potentiellement, c'est les gens qui vont regarder sur le programme en disant « Ah, ça parle de quoi ?» Donc essayez de bien catégoriser votre talk. Par exemple, ne mettez pas DevOps si vous allez juste, s'il n'y a que le nom qui est DevOps. Vous allez vous prendre peut-être des participants qui sont ultra DevOps, alors que c'est pas ça dont vous allez parler parler plutôt méthodologie par exemple. Et voilà, et aussi bien sûr le niveau. On le dit pas assez, mais souvent quand on propose un talk, il faut aussi dire le niveau du talk. Si tous les débutants peuvent venir, si il faut déjà que les personnes connaissent un peu le sujet, ou si vous allez parler à des experts parce que votre sujet il est sacrément costaud. Donc ça aussi n'hésitez pas, ça a un fort impact. C'est souvent assez oublié, mais je vous conseille de bien y réfléchir quand vous remplissez cette case. Bon, bien sûr, quand vous êtes pris, du coup, vous avez un petit formulaire pour dire j'ai besoin d'un t-shirt, j'ai besoin d'un hôtel, j'ai besoin du train. Donc là, il y a des conférences qui sont super accueillantes parce qu'elles payent le déplacement et souvent même le logement. Donc oui. Alors j'ai besoin d'un t-shirt. Je vais préciser, c'est juste qu'il y a des confs qui donnent des t-shirts. C'est pas juste. Non, clairement, c'est pas demandé à chaque fois. Mais non, là, dans le cadre de DevFest, merci d'avoir mis ça, mais ils offrent un t-shirt aux participants et aux speakers. Donc du coup, ils aiment bien avoir les tailles avant. Merci, je vais dire. J'ai besoin d'un t-shirt, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi des amis. Non. Et des fois, c'est assez important parce que vous avez des t-shirts spécial speaker. Donc souvent, vu qu'ils font des achats limités, ils aiment bien avoir votre taille de t-shirt avant. Bon, on s'en fout, j'ai pris 5 minutes à vous expliquer ça, mais c'est pas grave, on passe. Dernière partie, et après on passera aux choses sérieuses, la répétition. Alors, pour moi, je trouve qu'un talk, vous allez mieux le vivre déjà, et les participants vont mieux le vivre si vous avez répété. Toujours répéter ces démos, ces slides en offline pour voir si ça fonctionne bien et si vous n'avez pas trop de difficultés, si le jour J vous n'avez pas internet, savoir si ça passe ou pas. Répéter devant des personnes de confiance, c'est-à-dire si vous avez peur un petit peu du jugement que peuvent avoir les gens, n'hésitez pas à utiliser la famille, les amis. Clairement, moi ça marche, même si ils ne comprennent pas toujours le sujet, ils peuvent faire des remarques assez bienveillantes sur moi, ma présence, ma diction. Les mots que je dis tout le temps, comme potentiellement, que vous avez vu, j'imagine, depuis le début du talk. Bref, au moins ils vous font des retours sur votre diction, sur comment vous êtes. Ensuite,
vous pouvez répéter et vous enregistrer. Ça, je vous avoue, c'est ultra challengeant parce que vous entendre et essayer de vous corriger, souvent on se déteste tellement qu'on n'arrive pas à lire la première minute de la vidéo. Ça m'est arrivé et je vous avoue que j'ai dû me coller à mon écran en essayant d'oublier ma voix, parce que souvent la voix qu'on projette étant différente de la voix qui est captée, bien sûr, mais bon, bref. Faites-le parce que c'est ultra salvateur. C'est-à-dire que du moment que vous allez voir tout ce qui vous choque. Moi j'ai un collègue qui fait ça toujours. Il parle et il danse à chaque fois. Du coup déjà de 1, la caméra ne suit pas. De 2, vous êtes en ping-pong. Déjà vous allez vomir. Et de 3, en plus, lui il est un peu stressé quoi, pour ses déplacements. Et ça, dès qu'on se filme, on le voit. Pareil, l'éthique de langage, l'éthique de mouvement. Voilà, moi je vous conseille, c'est très dur, je l'accepte, mais voilà, je vous le conseille. Et alors ça vient de moi, vraiment moi, c'est apprenez votre début par cœur. Souvent, quand vous arrivez, vous êtes stressé, vous avez le trac, vous voyez les gens, et c'est là où vous perdez le pied. Mais vraiment, hein. Et c'est là où vous êtes en train d'avoir les jambes qui bougent, vous êtes tout moite. Du coup, le fait d'apprendre par cœur les 2 premières phrases, ça permet de vous rassurer, de dire une petite blague si vous avez envie. Du coup, tout le monde descend un peu d'un saumon, comme dirait mon collègue. C'est une expression bizarre. Tout le monde descend d'un saumon. Et ça vous permet aussi de passer à la suite de manière un peu plus confortable. Même si vous allez bégayer, c'est pas grave. Les 2 premières phrases sont passées et vous avez amorcé le début du talk, le plus important. Donc ça, vraiment, je vous conseille un début par cœur, avec de l'aisance, une petite blague. C'est fait, vous passez à autre chose. Et avant de vous lancer, surtout n'oubliez pas, démarrez petit. Si vous ne vous sentez pas, ne vous prenez pas pour un gros lion, mais pour un petit chaton. Je m'explique. Moi, ma première conférence, je la sentais pas trop. Faire une conférence à Toulouse, faut se dire 100 personnes, c'est costaud. Du coup, pour vous donner un peu plus d'assurance, pour valider votre sujet, n'hésitez pas à le faire en meet-up ou en interne ou en BBL ou n'importe où. Le principe, c'est de vous tester à vous par rapport à la pression, de tester votre sujet et d'être sûr que vous êtes dans les rails et que vous êtes capable, vous êtes lancé. Et après, devenez des grands lions et j'en serai très fière et vous allez sur des conférences un peu plus nationales avec plus de mots. Surtout, n'oubliez pas de faire attention, essayez d'avoir un maximum de feedback. Moi, ça m'intéresse énormément les feedbacks que vous allez me mettre tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que je vais essayer de savoir si mon talk était trop chiant, allez, on va dire le mot, trop chiant, trop théorique, ou si, au contraire, je suis allée un peu trop loin. Voir si je suis peut-être super speaker, si j'étais fun, si c'était trop difficile. Voilà, vous notez, et ça c'est toujours avec de la bienveillance, c'est-à-dire que vous notez pas la personne, vous notez le talk et sa prestation, on est d'accord, donc vous pouvez y aller. Et vous, en tant que speaker, ça, c'est votre base pour évoluer, pour aller mieux, pour aller plus loin et pour faire des choses encore mieux. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est le numéro 1 des choses à faire après un talk. Et bien sûr, je vais rappeler rapidement, mais pourquoi devenir speaker ? Parce que vous vous dites, ouais, c'est bon, elle s'est pris pour une licorne, rockstar, tout ce qu'elle veut là. Mais finalement, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'être speaker, c'est pas simplement être projeté sur un écran avec des diapos. C'est que potentiellement, il y a des gens qui veulent développer sur leur réseau. On a un peu parlé avec certains d'entre vous, il y a des personnes qui bougent, qui vont dans des nouveaux pays, qui vont dans des nouvelles villes. Et pour se faire connaître ou pour trouver un emploi, des fois, c'est pas plus mal de faire un talk pour montrer, voilà, je suis là, je viens d'arriver, coucou. Tout simplement. Ça vous permet de faire des rencontres qui, du coup, soit créent de super amitiés, ou soit tout simplement vous fait connaître d'autres entreprises. Ça permet aussi, vous, d'enseigner. Le fait de se placer en tant que speaker, formateur, ça vous apprend à avoir une posture de pédagogue. Et ça, c'est assez compliqué. Et moi, personnellement, plus tard, si un jour j'arrive à vieillir jusqu'à 50 ans, j'aimerais bien essayer d'enseigner, d'être plus professeur, redonner aux gens. Et ça, finalement, on l'apprend seulement en faisant.
partager son savoir, je l'ai un peu dit, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant les conférences, c'est que tout le monde donne plein d'infos. Et on a la chance d'ailleurs en Haïti d'être les seuls, un petit peu, je trouve, on est les seuls à faire des conférences sur ouais, t'as vu, ça a trop marché, utilise ça. Est-ce que dans d'autres domaines, comme le commerce par exemple, vous avez déjà vu quelqu'un qui arrive qui dit oh, ça a trop bien marché pour closer mes deals, j'ai trop gagné de l'argent grâce à ça? Non, parce que c'est plus concurrentiel, etc., etc. Mais en tout cas, profitez du fait qu'on soit dans l'IT pour faire ça. Et surtout, c'est un super moyen d'apprendre. Parce que forcément, les sujets au départ, on va les attaquer, on va essayer de les apprendre, mais ça va être très compliqué d'aller un peu plus loin. Et là, du coup, vous avez du temps pour le faire. Et bien plus encore, parce que forcément, c'est des bons moments, c'est du partage et c'est chouette. Merci beaucoup pour cette première introduction. Alors, je sais pas exactement combien j'ai fait, mais j'ai pris quand même du temps. Oui, ça va, t'inquiète. Si vous devez partir, n'hésitez pas, je le prendrai pas mal. Si vous vous dites, ah merde, c'est elle qui va nous parler après. Clairement, voilà, si vous avez des questions sur comment devenir speaker, si vous voulez être un petit peu plus accompagné, n'hésitez pas, on est plusieurs dans la salle à en faire, donc n'hésitez pas après à prendre une bière avec nous et tout simplement à en discuter. On est là pour ça et c'est chouette d'avoir plus de speakers et de diversité au niveau des speakers aussi, donc n'hésitez pas.